Bonsoir à tous. À la une de ce journal, grosse inquiétude sur le corridor Douala-Bangui. Cela fait déjà 2 mois que des camions, 800 camions transportant des denrées périssables et de l'aide alimentaire sont bloqués à la zone frontalière de Garoua-Boulaye en raison de l'insécurité. L'impact économique est négatif et il se chiffre en centaines de millions de francs CFA. Vous suivrez dans ce journal le quotidien des transporteurs et convoyeurs centrafricains, tchadiens et camerounais. Un quotidien loin d'être reluisant. Un grand reportage à suivre en ouverture du journal. Sur près de 3000 instituteurs à recruter dans le secteur de l'éducation de base pour l'année 2021. Plus de 2000 dossiers de candidature ont déjà été enregistrés pour la seule région du littoral. En ce jour de date limite de dépôt des dossiers de candidature, des aspirants à ces postes racontent leur calvaire, le parcours de combattants effectué pour la constitution des pièces exigibles pour pouvoir espérer être recrutés dans la fonction publique. Et qu'en est-il du vaccin anti-Covid-19 ? Des spécialistes en maladies infectieuses émettent des réserves sur leur fiabilité à 100% au moment où le débat fait rage dans les milieux scientifiques. Où en est le continent face à cette progression de la pandémie de Covid-19 et la course effrénée vers des vaccins dont la fiabilité reste encore questionnable? Nous en parlerons dans le chapitre santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Environ 800 camions sont bloqués à Garoua-Boulaye, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ceci en raison de l'insécurité observée dans ce pays voisin, transportant des denrées alimentaires périssables et de l'aide humanitaire. Les chauffeurs et leurs engins ont déjà passé près de 2 mois sur place sans trouver un moyen sécurisé de rallier la capitale centrafricaine. Et comment vivent-ils et cuisinent et dorment à la belle étoile? Certains ont aménagé des espaces de couchage sous leurs camions, bien loin de leur famille, malgré le soutien moral des différents syndicats et du BGFT. Leur situation devient de plus en plus difficile. C'est le premier épisode d'une série de grands reportages signés Emmanuel Diop et Marcelin Gansop, de retour de Garoua-Boulaye. Entre les camions qui attendent désespérément la fin de la crise en République centrafricaine, des cuisines de fortune ont vu le jour. Nous sommes fatigués de manger l'haricot tous les jours. On va aller avec ça où? C'est le feu. Nous on voulait la paix. La guerre n'est pas bien. Dans cette base, occupée essentiellement par des Centrafricains, c'est bientôt l'heure de ce qui tient lieu de repas quotidien. Au menu, du haricot préparé dans des conditions qui se passent de tout commentaire. Nous sommes là pratiquement 2 mois, presque. Là, on attend, avec les conditions de vie vraiment difficiles. Comme vous le constatez, il faut appeler celui-ci en route. Gardez-nous les petits régimes de plantain que vous voyez. S'il y a le charbon à bon banc, gardez-nous. Donc ce n'est pas du tout facile. Non loin de là, ce sont des camionneurs tchadiens qui se livrent au même exercice. Ici, c'est du riz qui est inscrit au menu du jour. Un menu imposé à ses voisins et aux compatriotes camerounais par le climat d'insécurité qui règne dans une partie de la République centrafricaine. Bon, le peu que la société nous aide, après le BGFT, bon, on se défend aussi comme ça. Tout à l'heure même là, j'étais en communication avec la famille à la maison. Eux savent aussi que bon, on est en guerre. Parce que bon, l'homme chauffeur n'est pas différent d'un militaire. Il en est de la nutrition comme de l'hébergement. Depuis bientôt 2 mois que la frontière est fermée, c'est le sauve qui peut. Chauffeurs et convoyeurs dorment à la belle étoile, en bas des camions transformés en chambres de fortune. Difficile dans ces conditions de trouver le sommeil. Ça c'est notre hôtel. Oui, c'est ici qu'on dort. Donc depuis 2 mois vous dormez là? C'est là. C'est pas la grâce de Dieu, on fait avec ceux... On ne peut pas dire que nous sommes forts, nous sommes quoi, bon, on dort comme ça. Tous les jours, vraiment, ce n'est que le calvaire. On a même eu la chance que, bon, ça, ce n'est même pas la saison des moustiques ici. Vous voyez comment nous dormons. La voiture, tu te couches dans la chaleur, ne te laisse pas. Donc, on est obligé de jongler comme vous voyez, nous sommes là.
La nuit, on met en bas des camions, seulement on dort. Il n'y a pas de place pour dormir. Tu vas dormir où? Même l'argent, nous n'avons rien. Et ça, c'est le bien de quelqu'un. Tu ne peux pas laisser comme ça en temps, avec le chargement, le carburant et tout ça. Tu ne laisses pas en cas de quelque chose. C'est qui est le responsable? On voulait seulement partir. On voulait pas rester comme ça. On a déjà fait 3 mois sur place. Ce minibus, par exemple, sert de logis à une partie de la colonie centrafricaine. Au milieu de ces âmes en peine, un boxeur qui revenait d'une compétition en terre camerounaise. Son rêve de savourer sa médaille avec les siens a été stoppé net à la frontière. Moi, je viens de compétition pour défendre les 5 couleurs au Cameroun. J'ai ramené une médaille d'or. Mais je suis coincé ici. Regarde les conditions que moi je dors ici. C'est pas bon, les gars. S'il vous plaît, on est là pour l'avancement du pays. Ce sont un peu les armes. Si grâce à nous, on va connaître les Centrafriques partout. Ramener une médaille d'or comme ça et dormir dehors, c'est ça les pays. Ce sont environ 800 camions qui sont garés dans plusieurs parcs, avec au moins 500 pour la seule place des fêtes de Gawaboulaye. Vous-même, vous avez vu le quotidien de nos camarades ici. Leur quotidien n'est pas du tout facile. Parce que quand on parle de plus de 800 camions, on parle de 1600 personnes. L'équipage qui est à bord, vous voyez ce que cela représente. Et toutes ces personnes doivent vivre au jour le jour. Cette assistance consiste à aider les chauffeurs, à les alimenter, à leur donner des points d'eau si quelqu'un est malade qu'on prenne en charge. À cet effet, il a instruit d'égorger tous les jours un bœuf accompagné du poisson. Et comme complément, on met le riz, le couscous, les spaghettis, les macaronis et bien d'autres. Certains de ces camions transportent des denrées périssables. Ici, un dispositif spécial a été installé pour maintenir le poisson dans un état de consommation. Et cela a un coût. Les conteneurs frigorifiques pour protéger ces marchandises que ça ne se gâte pas. Par semaine, nous consommons 2000 litres. Nous avons les groupes électrogènes ici. Quand on démarre ça de 3h du matin à 21h. Ça, c'est l'idée de notre boss pour garantir sa marchandise qu'il a mis tout ce système en marche. On est confronté à une situation qui est un peu au-dessus de notre entendement. Les camions sont là depuis bientôt 2 mois. On n'arrive pas à gérer normalement parce qu'un camion paye 24 heures lorsqu'il siège au parc. Mais ça fait 2 mois, on a près de 500 camions, on n'a aucune recette. Et les caisses de la mairie sont asphyxiées. La mairie n'arrive pas à fonctionner parce que les caisses sont vides. L'avenir est d'autant plus incertain pour ces camionneurs que même l'ONU a du mal à faire passer l'aide humanitaire qui reste bloquée dans une centaine de camions. Le défi actuel n'est pas des moindres, étant la sécurisation de la route principale par laquelle arrivent tous les biens importés et acheminés par voie terrestre depuis le Cameroun. L'espoir pouvait venir du système des Nations Unies qui ont leurs produits, leurs marchandises également ici, mais quand nous voyons qu'eux-mêmes sont en train de transporter leurs propres marchandises, ça veut dire que ça n'augure pas un lendemain meilleur parce que c'était le système des Nations Unies qui pouvait être notre assurance. Mais même eux sont venus avec leurs propres camions pour décharger la marchandise et partir avec, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas une issue vraiment favorable. Il y a quelques semaines, certains camionneurs se sont hasardés à pénétrer en territoire centrafricain. Ils ont été stoppés net par des rebelles qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu. D'ailleurs, ces derniers mettent constamment en garde ceux qui oseraient s'aventurer sur le corridor. Voici bientôt 2 mois que ça dure. On dirait une éternité. L'attente est longue et stressante pour ces compatriotes, mais aussi pour ces Tchadiens centrafricains qui ne demandaient qu'à traverser et écouler leurs marchandises. Aujourd'hui, ils souffrent le martyre au quotidien. Dans un environnement qui n'est pas facile, il faut se nourrir, se vêtir, se mettre à l'aise, dans des conditions assez difficiles, telles qu'on a pu le constater ici à Gawaboulaye. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Restons dans la région de l'Est où se pose une épineuse question du déguerpissement des commerçants à la gare routière de Berthois. Cette opération annoncée fait déjà des gorges chaudes. Certains commerçants se plaignent de ne pas avoir été prévenus à temps, ce que dément l'autorité municipale. Elle dit avoir appuyé suffisamment sur le levier de la sensibilisation. Un site de recasement a même été trouvé dans le 1er arrondissement de Berthois et ce qui sert de gare routière doit désormais abriter un centre commercial financé par l'Union européenne. D'autres détails avec Benjamin Issam. Gare routière de Berthois, au lieu dit ministère du Soya, le bruyant espace marchand qui ne connaît pas de repos de jour comme de nuit vit ces derniers instants. Dans moins d'1 an sortira du sol ici le centre commercial de Berthois, un autre équipement marchand qui fera la fierté des populations.
Afin de lancer les travaux de construction, la mairie de ville somme les commerçants de partir. J'ai fait plus de 24 ans ici à la gare routière. Je vends les avocats avec les fruits. J'ai nourri les enfants avec ça. J'ai les petits-fils, j'ai 7 petits-fils avec les enfants qui partent à l'école. On vient nous casser, la mairie de Bertoua, ils viennent nous casser sans nous monter les sites. On sait qu'on va aller où? Qui nous laisse environ même un mois pour y partir. Mais il racontait toujours qu'il avait sommé. Alors que la sommation, c'était des bavardages prétoriques, des bavardages à laquelle des radios-trottoirs. Nous n'avons jamais sommé pour au départ. Tout est parti d'un délai de 2 mois, puis d'un préavis d'une semaine pour libérer les lieux après une descente de sensibilisation du maire de la ville. Nous sommes à la gare routière pour exécuter le processus de dégagement des box pour les éventuellement reconstruire afin de recaser les commerçants et tous ceux qui sont au niveau de la gare routière. Le maire de la ville a jugé utile de refaire ceci aussi dans le cadre du CD2 implémenté depuis bientôt 2 ans. Les occupants des lieux qui multiplient des plaintes n'ont pas été jetés en pâture. Les portes du marché moderne d'un Colbicon leur restent ouvertes. On l'a laissé comme ça, personne n'a là où aller. Il a dit qu'on avait recensé certaines personnes et on nous a recensé tous. Mais nous sommes rendus compte qu'à la fin, beaucoup de gens n'ont pas là où aller parce que leur nom ne figure même pas dans le site dont ils parlaient. On est en train de casser à ce moment. Bon, c'est bon, on a les larmes aux yeux, mais on était déjà prévenus de cette casse. On nous avait prévenus avant, nous avons accordé beaucoup de temps. Donc, juste qu'on veut toujours la dernière minute. Donc, quoi qu'il arrive là, on était quand même prévenus. Et on nous a recasés au niveau de l'école du commun. À la mairie de ville, le processus de modernisation de Bertoua est irréversible pour le bien des populations. C'est bien de voir notre ville changer et d'être une ville moderne. C'est bien pour nous tous. Et ça va permettre, n'est-ce pas, à d'autres personnes de nous envier et même de venir nous aider à nous développer. Les consommateurs du soya devront retrouver leurs associés au quartier Boudoumou, lieu de recasement, alors que les autres commerçants sont reversés au marché d'un Colbicon à 3 km plus loin. Mettons le cap sur l'extrême nord où les populations déplorent l'insécurité grandissante à Mokolo. Les agressions se multiplient à ciel ouvert. Les prises d'otages avec demande de rançon sont également enregistrées. Ces populations déplorent l'indifférence des autorités administratives devant ce fléau qui gangrène dans cette partie du Cameroun. Reportage Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. À Mokolo, dans le département du Mayo-Tchanaga, agressions, meurtres et vols à main armée sont devenus monnaie courante depuis des années. Ici, tout le monde est visé, mais les malfaiteurs ciblent davantage les commerçants et hommes d'affaires, attaquant leur domicile au milieu de la nuit. L'insécurité a même atteint la cote d'alerte, avec plus de 10 personnes tuées en janvier dernier. Et les habitants de Mokolo n'en peuvent plus. Il y a 3, 4 sur la moto, ils bouclent la maison et ils font tout ce qu'ils peuvent faire avec des licenciations incroyables. Et quand ils repartent, c'est pour revenir avec des licenciations incroyables. Et quand ils repartent, c'est pour revenir. On a agressé cette personne à la maison, on a agressé l'autre, on a tué un monsieur, on a aussi tué une fille dans la maison de son père. Avoir 100 francs, on peut avoir un bœuf ou bien un train à la maison que vous puissiez dormir en paix. On va avoir 100 francs. Alors, dans ce cas, avoir un bœuf, qu'est-ce que nous devons faire que vous puissiez dormir en paix? On va vous arracher. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Sur ce reportage et les réactions de ces Camerounais résidant à Mokolo et confrontés à l'insécurité grandissante, notamment des opérateurs économiques et d'autres commerçants, éleveurs, qui sont devenus les principales cibles des malfaiteurs dans cette partie septentrionale du Cameroun. Face à ces multiples défis sécuritaires et crises sociopolitiques qui secouent le Cameroun, l'opposition critique l'attitude du gouvernement qui, au lieu de se concentrer à régler ces problèmes, multiplie les stratégies pour museler l'opposition avec des multiples arrestations des leaders politiques ayant émis des opinions contraires à celles du pouvoir de Yaoundé. Au sein du parti au pouvoir, l'on estime que l'heure est à la réconciliation
situation nationale et qu'il faudrait permettre l'expression démocratique sur la scène publique. Le regard des politiques sur la situation du pays, c'est avec Flavien Valondongo. La crise sociopolitique que traverse le Cameroun plombe le développement. Des acteurs politiques qui le rappellent soulignent que les dirigeants actuels du Cameroun sont à bout de souffle et s'accrochent sur des mesures cosmétiques telles que la libération de certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils accusent l'opposition parce qu'en fait on est dans un processus de bouc émissérisation. On cherche des boucs émissaires chaque fois. L'opposition n'a pas les rênes. Ceux qui sont censés gouverner pour nous tous, c'est le RDPC, c'est le gouvernement de la République. Mais malheureusement, nous n'avons pas le minimum que nous réclamons. On se rend compte que ceux qui nous gouvernent n'ont pas de vision prospective. Nous avançons droit dans un mur, dont nous le percevons, que le chaos n'est pas loin. Le militant du Social Democratic Front qui fait ce constat ajoute que le pays va mal. Le tissu social est déchiré à cause de la malgouvernance. La libération du premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est certes louable, mais ne garantit pas la paix tant prônée par le chef de l'État qui, selon le MRC et alliés, peine à apporter des solutions fiables. On ne meurt pas de la prison. Tous nos camarades qui sont là-bas ressortiront triomphalement parce qu'un jour, tous les Camerounais devraient apprendre à s'asseoir ensemble, à construire ce pays. Et arrêter de nous présenter ou bien de nous prêter des intentions insurrectionnelles. Un parti politique qui n'a jamais foutu le feu nulle part. Mais c'est ce parti politique-là qu'on voudrait aujourd'hui présenter comme insurrectionnel. Non, arrêtons ça et construisons notre pays. Au RDPC, l'on estime que le président de la République actuelle ne cesse de donner pour le bien-être des populations. Les proches collaborateurs du chef de l'État se doivent donc de contribuer à cet effet pour une cohésion nationale avec certainement le concours de l'Église catholique. Au même titre que vous dites qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas sous lui, reconnaissons que c'est sous lui qu'on a eu cette liberté d'expression, tout ce qu'on a eu, c'est sous lui quand il est président. De toutes les façons, on a une liberté d'expression là au Cameroun. Nous voici, on s'exprime ici. Il faut que les Camerounais soient capables de rester ensemble, même s'ils ne sont pas dans le même bord politique. Parce qu'il y a quand même une haine qui existe entre le peuple camerounais qu'il faut très rapidement soigner. Je ne suis pas d'accord de voir des jeunes, justement, comme les Salomon Béas en prison. Parce qu'ils sont des jeunes Camerounais libres de s'exprimer, libres d'appartenir dans un parti politique. À un moment donné même, ceux qui sont autour, les collaborateurs du chef de l'État, doivent lui faire des propositions dans ce sens. Le Cameroun est donc à l'image d'un volcan qui somnole, précisent des acteurs politiques de l'opposition qui ne cessent de déplorer la malgouvernance, présentée comme une sorte d'épine pour le développement du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, c'est un chiffre qui illustre la précarité des instituteurs au Cameroun. Sur 3000 instituteurs à recruter dans le secteur de l'éducation de base, ils sont déjà plus de 2000 à avoir déposé leur dossier dans la seule région du littoral. En ce jour de date limite de dépôt des dossiers, ils étaient nombreux à se bousculer devant la délégation régionale de l'éducation de base. Objectif, pouvoir déposer les dossiers après avoir rencontré des difficultés à constituer les différents documents exigibles pour effectuer le test en fin du mois de février 2021. Reportage signé Steve Eboulet, Dallas Tiana, Farel Bounia et Isabelle Carole Zoupet. De longues files d'attente à la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral. C'est le dernier jour de dépôt de dossiers de candidature au recrutement de 3000 instituteurs lancés par le ministère en charge de l'éducation de base. Debout ou assis à même le sol, ces postulants ayant le visage anxieux sont engagés dans la course contre la montre. Ils s'activent à boucler leur dossier avant la fermeture des bureaux. Cette bousculade de dernière minute observée ici est liée aux multiples tracasseries rencontrées lors de la constitution des documents légaux exigés aux candidats. Au niveau des transports, premièrement, donc tu peux aller peut-être à Bonabéry, on t'envoie qu'il va faire médical certificat peut-être à Yassa. Tu peux faire à Yassa avant de rentrer à l'hôpital du district de Daïdo. Quitter de Daïdo maintenant pour venir ici à Bonanjo. Après ça, maintenant, tu dois rentrer encore peut-être à ton département. Donc peut-être si tu es à Bonabéry, tu dois maintenant commencer à faire tes dossiers là-bas. Et le manque de l'embouteillage, c'est ça qui ne nous laisse pas.
On peut quitter le matin comme ça, on rentre peut-être vers les 17h. L'établissement de ces pièces coûte cher à certains candidats contraints de faire le tour du Cameroun pour réunir tous les documents. De multiples dépenses qui ne garantissent pas leur réussite à ce recrutement à la fonction publique. Il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'il fallait aller à Baganté faire mon essai de casier judiciaire. Quand nous arrivons sur certaines places, on dit que le timbre est fini. C'est ce qui nous dérange le plus. Entre-temps, le délai approche. J'ai fait plus d'une semaine ici, là, avant de reçu aujourd'hui. J'ai fait une semaine ici. Chaque jour, je vais à Bonagirac. On n'est pas signé ça. Si on signe l'acte aujourd'hui, demain, on signe le diplôme. Après demain, c'est le cadre du CERF. Donc chaque jour, il faut que je prenne seulement un. Mais si c'était un ticket, je devais prendre ça une fois, je ne devais pas avoir les difficultés. À la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral, ces plaintes des candidats sont battues en brèche. Puisque le concours a été lancé, les premiers jours, on a vu personne déposer des dossiers. Ils arrivent très souvent à moins 4 jours, 3 jours, 2 jours. Nous avons créé 10 postes de dépôt des dossiers. Donc le candidat s'aligne, il dépose à un poste, on lui délivre un récépissé et puis il part. Comme ça, 10 postes. Aujourd'hui, nous en avons multiplié. Nous sommes aujourd'hui à 15 postes de dépôt des dossiers. Il ne faut pas très souvent attendre le dernier jour. Quand on lance un concours, il faut se lever et se mettre en activité. Ça nous permet, n'est-ce pas, de ne pas vivre ce genre de pression de dernière heure. Pour participer au test de sélection visant le recrutement de 3000 instituteurs au Cameroun, les candidats doivent être âgés de 40 ans ou plus au 31 décembre 2020 et être titulaires d'un CAPIEM délivré au plus tard en 2015. Il est également prévu dans le dossier de candidature une lettre de motivation précisant l'école nécessiteuse choisie et un engagement sur l'honneur à servir son poste d'affectation pendant au moins 5 ans. Ce test prévu le 27 février 2021 entre dans le cadre de la deuxième phase du 3e programme de contractualisation des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire au profit de ces écoles en manque de personnel enseignant. Parlons à présent de santé. Le vaccin, les différents vaccins existants sont-ils des armes efficaces contre la pandémie de coronavirus? Le célèbre infectiologue français Didier Raoult émet des réserves sur la base de ses travaux scientifiques sur la grippe et les mutations observées avec ce virus lié au Covid-19. Il estime que le vaccin, la course effrénée vers les vaccins sont loin d'être une solution. Il préconise de mettre l'accent à la fois sur la prévention, mais également de prendre d'autres précautions pour éviter de pouvoir créer des conséquences négatives sur la santé des êtres humains. Et l'on note qu'en Afrique du Sud, il y a eu une suspension de la campagne visant à vacciner des potentiels sud-africains en raison des réserves émises sur la fiabilité de ce vaccin par rapport aux variants sud-africains du Covid-19. Explication avec Nadine Yambou. La fiabilité du vaccin contre le coronavirus fait débat dans les milieux scientifiques. Selon le professeur Didier Raoult, le vaccin est certes un élément essentiel dans la bataille, mais pas une solution définitive pour stopper la progression du virus. Que le vaccin n'est pas une baguette magique, c'est un outil de lutte contre cette épidémie qui devrait permettre de faire diminuer le nombre général des cas, et en particulier chez ceux qui sont les plus à risque d'avoir une forme grave, qui sont les sujets de plus de 65 ans. Le vaccin qui fonctionne à peu près comme celui de la grippe, donc ça ne va pas donner des miracles, hein. Ça va donner, très bien, ça fait diminuer les choses, tant mieux. Moi je pense que les épidémies c'est comme la guerre. C'est tranché par tranché, c'est bataille par bataille, c'est pas une fois, ça se joue pas en une fois. Dans ses recherches scientifiques, le spécialiste des maladies infectieuses constate que la mutation du virus constitue un obstacle majeur dans l'élaboration d'un vaccin efficace contre le Covid-19. En clair, être vacciné n'est pas une garantie contre une éventuelle contamination. Ce vaccin n'est pas du tout un vaccin aussi efficace que les vaccins primaires que l'on avait, comme la rougeole ou comme la rubéole. C'est un vaccin qui a une efficacité relative, même avec 2 injections. S'il y a une vraie question qui n'est pas résolue, qui est, attendez, mais si on vaccine les gens, la population a des anticorps contre cette protéine, est-ce que ça va favoriser l'apparition de mutants qui auront des
les mutations dans cette zone et qui résisteront à la vaccination. 2, est-ce que déjà les mutants qui existent, qui ont des mutations dans cette zone, sont toujours aussi sensibles à ce vaccin, alors que le vaccin n'a pas été testé dans une population dans laquelle il y avait ces mutants. Alors que les puissances mondiales sont engagées dans une course effrénée contre des vaccins efficaces, le microbiologiste français déplore de nombreux manquements dans la mise en place des protocoles scientifiques pour des campagnes de riposte dans un contexte de crise. Tout le monde est pressé, tout le monde est anxieux, veut pouvoir avoir rapidement la vaccination. On voit ici, depuis qu'on l'a essayé, les gens voudraient se faire vacciner en dépit du fait qu'ils ne font pas partie des premières priorité à vacciner, et donc on utilise de nouvelles technologies pour faire des vaccins, en particulier de l'ARN messager. C'est une nouvelle technologie sur laquelle on n'a pas un très grand recul sur qu'est-ce que ça fait à terme, ça. Mais en particulier, qu'est-ce que ça fait dans toutes les populations. Le professeur Didier Raoul s'oppose à une vaccination des jeunes et appelle les dirigeants des pays à se focaliser sur le suivi des malades et le respect des mesures barrières. Ces débats scientifiques sur la fiabilité du vaccin contre le coronavirus se fait ressentir en Afrique du Sud. Le pays vient en effet de suspendre le démarrage de sa campagne de vaccination prévue dans quelques jours. Une récente étude menée auprès de 2000 volontaires révèle l'inefficacité du vaccin AstraZeneca sur le nouveau variant en circulation sur le territoire. Des résultats jugés décevants par la communauté scientifique alors que le variant concentre plus de 90% des nouvelles infections dans le pays. Les chercheurs indiquent que le taux d'efficacité du vaccin se situe à 22% pour les formes graves. Le gouvernement sud-africain avait pourtant reçu la semaine dernière près de 4 millions de doses de vaccins. Dans l'escale internationale, alors qu'il a bénéficié du plébiscite de ses partisans, le maréchal Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession pour la prochaine élection présidentielle, des acteurs de la société civile, leaders politiques et opposants ont marché dans les rues de N'Djamena et d'autres villes tchadiennes afin de dénoncer ce nouveau mandat que compte briguer Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession. Et Félix Tshisekedi, quelle sera la couleur de son mandat à la tête de l'Union africaine? Le président congolais a pris les rênes de cette institution au moment où des réformes sont engagées visant à rendre l'Union africaine plus efficace et influente dans la résolution des conflits à travers le continent africain. La mouture internationale est signée Julienne Berthe-Bissaye. En N'Djamena, capitale du Tchad, une coalition des partis politiques de l'opposition et des associations de la société civile manifeste contre la longévité au pouvoir du président maréchal Idriss Déby Itno, investi pour un 6e mandat à la tête du pays. La police nationale a dispersé quelques manifestations sporadiques à l'aide des grenades lacrymogènes. Ces individus interpellés seront mis à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Au pouvoir depuis 30 ans, les partisans d'Idriss Déby Itno rassemblés dans la rue l'appellent à poursuivre le développement du Tchad et à lutter énergiquement contre le terrorisme et l'insécurité. Je continuerai à me sacrifier tant que l'Éternel me donne la force et la santé pour préserver la souveraineté du Tchad, endiguer le terrorisme et l'insécurité en vue de permettre à notre pays de poursuivre sa marche sur la voie de l'émergence. Et en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est désormais le président en exercice de l'Union africaine. Une mission aussi délicate et complexe que son pays, le Congo. Le thème général de cette mandature 2021 consacrée à l'art, à la culture et au patrimoine africain est par lui-même un idéal panafricain de nos pères fondateurs qui ont milité, parfois au prix de leur vie, pour la reconnaissance, l'édification et la protection de ceux qui constituent l'âme et l'originalité de l'Afrique. Durant sa mandature, Félix Tshisekedi s'engage surtout à œuvrer pour la paix sur le continent et mettre en application les résolutions de l'Union africaine dans la lutte contre les bandes armées, très actives en République centrafricaine, au Mali et à l'est de la RDC.
Il en est ressorti la nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2020, résolution qui doit encore être réalisée. Félix Tshisekedi dispose d'un an pour mettre en œuvre toutes les résolutions adoptées au cours du 34e sommet de l'Union africaine. L'Afrique commémore la disparition d'une figure emblématique de l'afrocentricité, décédée à l'âge de 62 ans en 1986. Ces travaux pluridisciplinaires ont donné un écho à la place prépondérante de la civilisation noire dans le concert mondial. Il s'agissait pour Cheikh Anta Diop de montrer l'apport de l'Afrique dans la culture mondiale. Évocation de son parcours et de sa pensée, c'est avec Gizogo. Il y a 35 ans, le 7 février 1986, le professeur Cheikh Anta Diop, historien et anthropologue de renom, disparaissait des suites d'une crise cardiaque à Dakar, au Sénégal. Toute sa vie, il se sera attaché à montrer l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Cela en réponse à l'occidentalocentrisme ambiant qui posait que les Africains sont des peuples sans passé. Né le 29 décembre 1923 dans une famille aristocratique wolof du Sénégal, Cheikh Anta Diop se rend en France à l'âge de 23 ans pour poursuivre ses études en physique et chimie. Pourtant, il est plutôt piqué par le virus de l'histoire et des sciences sociales, en suivant notamment les enseignements de Gaston Bachelard et Frédéric Joliot-Curie. En 1951, il prépare une thèse de doctorat à l'université Paris X qu'il a du mal à soutenir du fait que son postulat énonce que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées en Afrique de l'Ouest et centrale. Il n'empêche, cette thèse allait connaître un écho retentissant une fois publiée en livre sous le titre « Nation nègre et culture » en 1954. De nombreuses autres publications, une dizaine au total, allaient suivre, confortant le professeur Cheikh Anta Diop dans l'idée de l'antériorité des civilisations nègres. Homme politique, il s'illustrera aussi par son parcours au sein du Rassemblement démocratique africain, RDA, et son opposition à Léopold Sédar Senghor, alors chef d'État du Sénégal, en faisant bouger les lignes en faveur de la démocratisation de la société sénégalaise. Aujourd'hui, parmi les héritiers du professeur Cheikh Anta Diop, figure en haut de la liste le professeur Théophile Obenga et une pléthore d'égyptologues qui ont rendu cette spécialisation fort attractive. Quant au Cameroun, il garde le souvenir enchanté du passage du professeur Cheikh Anta Diop sur ces terres en 1986 où il délivra des conférences de haut vol. C'est tout juste après son séjour au Cameroun qu'il allait trouver la mort dans son pays natal, le Sénégal. Fait la une des médias américains après la victoire de son équipe lors du match du Super Bowl aux États-Unis. C'est un Camerounais d'origine. Il s'appelle Damoukon Sou, dont les parents sont d'origine camerounaise. Et il a été décisif dans la victoire de son équipe au plus important match du football américain, le championnat du Super Bowl. Il est célébré depuis quelques heures à travers les États-Unis. Damoukon Sou, connu pour son talent dans ce football américain. Et il fait également la une de la page de l'ambassade des États-Unis au Cameroun et d'autres importants médias américains. Et le Maroc vainqueur du CHAN édition 2021, mais on n'en a pas fini. Des révélations fracassantes sur l'organisation de cette compétition africaine qui s'est tenue pendant près de 3 semaines au Cameroun, à Douala, Limbé et Yaoundé. Ne manquez pas ce soir ce rendez-vous exclusif 100% foot qui revient avec Sylvestre Hippolyte Zangao et des experts de haut vol, des acteurs du football, qui vont à nouveau vous donner des révélations surprenantes sur l'organisation du CHAN édition 2021. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir.
Serge Alain. C'est-à-dire qu'il nous fallait 3000 instituteurs à recruter dans le domaine, dans le secteur de l'éducation de base, mais déjà 2000 qui frappent à la porte dans la seule région du littoral. Il faut préciser que ce décompte a été effectué vendredi dernier avant cette énorme bousculade observée ce lundi devant la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral. Vous avez vu comment ils sont nombreux des instituteurs qui souhaitent sortir de la précarité et obtenir un matricule au sein de la fonction publique et pouvoir se rendre dans des écoles en difficulté à travers le pays. Seulement, il y a 3000 places disponibles à travers le triangle national. Ils sont déjà plus de 2000 dans la seule région du littoral. L'année dernière, pour vous donner une illustration, seuls 600 instituteurs avaient été recrutés pour la seule région du centre. Cela démontre à quel point les places restent très peu par rapport au nombre important d'aspirants à ces postes d'instituteurs. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Et qui nous soit.